Tout d'abord, bonjour et merci de se lever un peu matinal pour venir nous écouter. Il faut dire que ce sera le meilleur débat de toutes les rencontres. Hein. On est bien d'accord. Voilà. Ça valait donc le coup, même si c'est un peu court. Enfin bon. Voilà, je me présente en 2 mots, Alain Chalvron. Je suis rédacteur éditorialiste à France 2. Jusqu'au mois d'avril, j'étais correspondant en Asie basé à Pékin. Et juste avant cela, j'ai passé 7 ans à Washington. Voilà, vous savez que le thème, c'est la France dans le monde avec ou sans l'Europe. Et pour ça, nous avons donc un très beau panel avec un ancien Premier ministre, Lionel Zinsou, qui était Premier ministre du Bénin, candidat malheureux aux dernières élections présidentielles. Mais enfin, bon, son avenir est encore devant lui. Ngaire Wood, qui est néo-zélandaise d'origine. Vous avez vu un peu le chemin qu'elle a fait pour venir jusque chez nous. En fait, elle est plutôt à Oxford, quand même, il faut dire. Elle dirige la très prestigieuse Blavatnik School of Government à l'université d'Oxford. Voilà. Et enfin, Bruno Le Maire, pas besoin de vous le présenter, en tout cas aux Français. Il est de plus en plus connu, ancien ministre. Il est candidat à la candidature du Parti des Républicains pour la prochaine élection présidentielle. Il se singularise d'une manière étonnante aujourd'hui dans le débat politique actuel, en proposant un référendum sur l'Europe. On verra si c'est une bonne idée tout à l'heure. Voilà, donc on a peu de temps. Je serai intraitable sur les temps de parole et je laisse maintenant la parole à Benassi Ferry du Cercle des économistes qui va vous expliquer pourquoi elle a choisi ce thème. Merci beaucoup, merci d'être là nombreux. Donc je vais être très rapide. Le thème, c'est la France dans le monde avec et sans l'Europe. Et donc la traduction en anglais, pour les traducteurs, c'est England in the world without Europe. Donc la France, en 1980, c'était 7% du PIB mondial. En 2015, 3,6%. En 2050, selon les projections très sérieuses du CEPI, ce sera 2% du PIB mondial. La France ne sera plus dans G20, dans G7, je veux dire. Et la zone euro, 8%, en dessous donc de 10%. L'UE 27, malheureusement, restera à 2 chiffres, supérieur à 10%. Donc 2% dans le PIB mondial, finalement, ce n'est pas un problème. Ce ne serait pas un problème si la France n'avait pas des ambitions. Et la France aime bien réguler un peu l'économie mondiale, voire plus que l'économie mondiale. Et donc, a des préférences. La France n'aime pas la concurrence sauvage. La France dit qu'elle a des valeurs et qu'elle veut les défendre, dit qu'elle a un modèle social, et ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais en tout cas, veut le défendre dans le monde. Alors, comment faire? Eh bien, la stratégie officielle, c'est de passer par l'Union européenne, ce qui suppose de faire des compromis, pour faire valoir ses préférences. Alors, on verra sans doute dans cette table ronde que pour ce qui concerne le commerce mondial, c'est fait. Et on pourra parler peut-être de l'Union européenne comme puissance commerciale. Est-ce que le commissaire au commerce fait peur quand il arrive dans une salle à l'OMC? Mais il y a d'autres champs. On sait que les Européens sont dispersés au FMI. Est-ce qu'ils auraient intérêt à faire une chaise unique? C'est une question. Ils sont dispersés au G7, au G20, à la COP21, un peu partout. Donc, est-ce que la force de l'Union européenne serait renforcée si elle pouvait agir d'une seule voix? Mais la France a aussi d'autres cercles d'influence dans le monde, et l'influence, ce n'est pas seulement l'économie, c'est aussi la langue, la culture, l'armée, la science. Pascal Lamy nous a dit hier les idées. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas d'autres cercles dans lesquels la France va continuer d'être influente? Je pense en particulier à la francophonie, qui représente 10% de la population mondiale aujourd'hui et qui pourrait représenter 13% en 2050. Voilà, merci. Oubliez d'appuyer là, voilà. Francophonie oblige, et notre ami du Bénin. Je crois qu'on va faire une exception anglophone. Pardon, je me suis trompé, la tradition veut que ce soit les académiques qui parlent d'abord. Voilà, notre ami d'Oxford et de Nouvelle-Zélande. Si je comprends bien, je suis obligée à parler en anglais. Alors, je vais parler en anglais, sans l'eau. Well, let me enter straight into the debate about the referendum, and then make some remarks about why I think the European Union needs both Britain and France to confront the largest problems that it faces. But I want to start with the referendum because I suspect that my partner on the panel here and I have disagreements about referenda.
referendums. The referendum in Britain, if you look at the map, was a vote between the rich who wanted to remain and the poor who voted to leave. The poor who voted to leave the European Union did so on the basis of two very powerful lies that were put to them by a handful of mendacious and reckless politicians. And the two lies were the following. The first lie was that the United Kingdom gives £350 million per week to the European Union, and that if the poor voted to leave, that money would be spent on local services. The second lie was that the reason they are suffering from a lack of local services is because there are so many immigrants claiming those services. We've done a lot of work about this at the Blavatnik School of Government. It's very clear that there is no correlation between the density of immigrants and waiting lists in hospitals or waiting lists for schools. What is clear is that the government in the last 5 years have effected a 40% reduction in government spending, and that the poor of Britain are really suffering from that. And so they would not vote for a continuation of the status quo. They voted to leave. So what is it that I'd like to say about referendums? Mrs. Thatcher, I think, put it well. She said, referendums are only used by dictators and demagogues. Now, why did she say that? But let's think about why she said that. First, as we know, a referendum is never about the question that was asked. In my country, in New Zealand, we just had the simplest possible referendum. Would you like to keep the New Zealand flag, or would you like the new and different New Zealand flag? It doesn't get simpler than that. This flag or that flag. Okay, so how did people vote in that referendum? Most people wanted to change the flag, but is that the way they voted? No. And if you look at the polling results now, they voted because they didn't like the Prime Minister. They voted because they didn't like the process by which the new flag had been chosen. They voted because they were unclear about how much it would cost to change the flag. They voted on everything except the one question they were being asked about. But there's a deeper reason why we should reject referendums, and that goes to the very heart of what liberal democracy is. Liberal democracy is about three things. It's about elections that can get rid of governments or install them. It's about the rule of law and the whole of a society living under the same rule of law, and it's about the protection of minorities. There is no part of liberal democracy which is simply majoritarian rule. We construct these careful representative democratic institutions so that they will work to make informed decisions. And I think if Europe goes down the referendum route, or France or any country does, it's an act of destruction of what is right at the heart of liberal democracy. So that's where I'd like to kick off in this debate today. And then really, I just wanted to put on the table why I think that time now, and I really do understand why Europeans are frustrated by the British vote. I want to remind you that 48% of Britain voted to remain, and there are huge parts of Britain that voted for two things. They voted because they want better government services, and they were lied to about the funding that would go into services if Britain left. And they wanted a sense that they wouldn't have to compete so hard for services because they were lied to about immigrants. So it remains the case that there's a large group of Brits, two-thirds of the Parliament and most of the South, that want to remain in the European Union. Now, why do I think, in spite of the frustration that other Europeans feel, that it's worth taking some time to think about how to make the relationship between the United Kingdom and the European Union work? Obviously, there's the constitutional issues.
of Scotland, of Northern Ireland, etc. But I think that there's three large challenges that both Britain and Europe and France all face that they really do need to face together. But they need to face them much better than they're doing now. And I want to start with the problem of failed states and of refugees. It's been said that the difference between Russian policy and European and American policy is that Mr. Putin always uses force as a part of a strategy, whereas the West uses force when they have no strategy. And it's a sad fact that in the Middle East, that looks devastatingly correct. And yet the European Union has both existing tools and incipient tools to use. The aid budget, which could be better deployed but does some terrific things around the world. And Britain is, of course, Europe's largest donor bilaterally and a huge contributor to that budget, but also, importantly, a huge contributor to both public support for aid and to a careful analysis of how to do aid better. The DFID in Britain does a pretty good job of that. Now, it's true that Britain's aid budget is under stress. It's very committed to giving 0.7% of GDP to aid, but what's happening under this government is the aid budget is increasingly being channeled to other things at the same time, to foreign affairs, to defense, to science, research, to all kinds of other things. Sorry, you're... Thank you. Almost right. Done. Good. Almost done. So my point is that I think that the European Union's use of aid, and we could talk about military cooperation as well, is really important. Britain is an important partner on that. Second obvious issue is dealing with the rise of China. It's very difficult to see how either Britain or any country within the European Union will manage the transition of China and new international organizations without doing this together. The new institutions that China's building, as well as the old institutions that we've got, absolutely need a Europe that works together if it's going to have any influence at all. It's an obvious point. Can I just say one last thing, which is... Really one last thing. It's one last thing, which is that probably the biggest challenge that we all face is the challenge of technology. And it's not just the displacement of millions of workers, but it's the actual regulation of the largest technology companies that increasingly hold so much data, so much power, including, for example, on the simple issue of where they pay tax and whether or not they should pay any tax at all. If Europe doesn't stand together on that, it's going to stand very little chance individually of both taxing and regulating those companies in a way that citizens can actually trust. Thank you. Thank you. It's another debate. Soyez bref même dans les applaudissements. Lionel Zinzou, à vous la parole. Merci beaucoup. Bonjour, mesdames et messieurs, chers amis. Donc moi, je crois que j'ai la tâche de regarder la France depuis 5000 km. Donc ma notice dans le Wouzou a changé brutalement il y a un an de économiste et chef d'entreprise français pour homme politique béninois. Et donc maintenant, il faut que je m'exprime en homme politique béninois. Je dirais, vu de 5000 km, on n'a pas du tout le même angoisse sur la France dans le monde que peut-être si on a l'intention de réformer la France très fortement parce qu'on est candidat à l'élection présidentielle. On est donc plus sensible à toute une série d'attributs qui ont d'ailleurs été évoqués par Agnès dès son introduction. La France a un certain nombre d'attributs assez exceptionnels qui ne sont pas forcément dans le débat public français, qui n'intéressent pas forcément l'opinion publique française, mais enfin, qui sont perçus comme fondamentaux quand on regarde la France du sud du monde, disons d'Amérique latine, d'Afrique, d'Asie centrale. Une des choses quand même de plus en plus frappantes, c'est que les entreprises françaises sont beaucoup plus fortes que l'économie domestique française. Et que c'est une chose de faire des additions de PIB et de constater qu'on a divisé par deux notre position dans le monde depuis 1980. C'est une autre chose de regarder les centres de décision français, d'entreprises françaises, beaucoup plus fortes que la France, où la France est une partie en train de devenir très minoritaire du chiffre d'affaires, mais où
la production en France, les centres de recherche en France, les centres de décision en France conservent une influence très importante. On a l'impression que les grandes entreprises françaises, et la France compte plus de grandes entreprises multinationales que les autres pays de l'Union européenne, les grandes entreprises françaises ne sont pas du tout des entreprises apatrides, ce sont des entreprises françaises. D'ailleurs, toutes les périodes de crise voient ces entreprises se tourner vers le gouvernement de la République française pour résoudre les crises. Il s'agit des entreprises du secteur financier, de l'automobile, enfin, toute une série de secteurs. Il n'y a pas de multinationales apatrides et les multinationales françaises sont un atout considérable. Moi, quand j'ai quitté Danone comme salarié, c'est-à-dire il y a plus d'une vingtaine d'années, on faisait la moitié du chiffre d'affaires en France. Quand je suis revenu au conseil d'administration de Danone il y a 3 ans, on fait 8% du chiffre d'affaires en France. Mais l'entreprise continue de produire le quart de sa production en France et les centres de décision sont tout à fait français. L'autre chose, c'est que la France a imposé dans le monde, très fortement, je dirais, en Afrique, l'idée que la responsabilité sociale des entreprises françaises était d'une qualité très supérieure à celle des grandes entreprises émergentes, de plus en plus visibles. Et cette image est en fort contraste avec l'image néocoloniale de la France des années 60-70. Il y a une amélioration qualitative. Vous avez un désir de France, un désir d'entreprise française, parce que sur les normes environnementales et le respect des règles de droit et le dialogue social, il s'impose petit à petit une image française en contraste assez fort. Et il y a du rejet dans beaucoup de pays en développement des entreprises émergentes. Par exemple, la main-d'œuvre carcérale chinoise n'est guère populaire dans les pays en développement où elle accomplit une grande partie des réalisations d'infrastructures. La France et l'Europe d'ailleurs, mais la France en Europe spécialement, sont très dissociées, découplées de cela. Agnès fait une allusion aux armées et à la sécurité comme un élément qui, au-delà de l'économique, est important. La France est quand même l'une des seules puissances militaires fonctionnelles. C'est-à-dire, on est capable d'intervenir au Mali quand personne ne peut intervenir au Mali. On est capable d'intervenir en Centrafrique quand absolument personne ne peut. Monsieur le Premier ministre, vous n'avez plus beaucoup de temps, même si vous nous passez je vais arrêter de la pommade. Je vais arrêter sur les éloges. Sur la France, mais vous voyez la logique. La logique, c'est des attributs de puissance. Le dernier point, c'est que même si la dotation sectorielle française n'est pas forcément très adaptée en machines-outils, un certain nombre de technologies, à la demande des émergents, elle est parfaitement adaptée à la demande des pays en développement qui sont la réserve de croissance. Donc, les pays qui vont finir par faire 4 milliards sur 9 milliards d'habitants, notamment leurs besoins en matière de filières agricoles, de santé, il y a des dotations françaises exceptionnelles dans ce domaine. En revanche, et c'est là que je termine, je dirais deux choses qui frappent quand on est à l'extérieur. Est-ce qu'il y a une puissance financière capable de supporter cette projection de la France dans tant de domaines? Ou est-ce que la France est indifférente profondément à son avenir? Pourquoi la France est-elle sans fonds de pension pour la génération future? Pourquoi a-t-elle cette préférence pour l'assurance vie, messieurs les assureurs, qui n'est pas le placement qui délivre les taux de rendement les plus élevés? Mais moi, je suis frappé par le fait qu'en Europe, la Grande-Bretagne va garder un atout très important, fonds de pension, épargne longue, à rendement assez fort, capital risque, capital investissement, où là, je pense qu'on prend un retard considérable qui va handicaper les générations futures. Et la deuxième chose qui inquiète... Non, pas de deuxième chose, pardon. Alors, pas de deuxième chose. Voilà. C'est la divergence entre la France et l'Allemagne, ouais, qui est très inquiétante vue du monde. Parce que la France sans l'Europe, si vous voulez, c'est une chose, mais la France sans l'Allemagne, c'est une tragédie. Si l'Allemagne est à 60% de dette souveraine dans le PIB et la France à 120%, on se met dans 5-6 ans, là, on a une divergence qui est tout à fait dangereuse. Je dis ça pour les gens qui administreront alors la France, parce que l'alignement d'intérêts va devenir très, très, très différent. Et en réalité, le monde a besoin de l'euro et donc n'a pas besoin de divergence France-Allemagne. Et c'est vraiment cela qui est regardé par le monde austral, si vous voulez, équatorial,
comme absolument déterminant, parce que ça serait un risque politique considérable. Donc c'est l'eurozone, et dans l'eurozone, le couple franco-allemand, et le risque qu'on perçoit, c'est moins le Brexit que s'installer dans une divergence et un désalignement d'intérêts franco-allemands. C'est curieux que ça intéresse l'opinion béninoise, mais ça l'intéresse. Et je suis sûr que ça intéressera Philippe Lemaire. Oui, je suis sûr que ça intéressera Philippe Lemaire, peut-être un des prochains justement à diriger le pays. Bien qu'il ait été qualifié à demi-mot de dictateur et démagogue, à vous la parole. Je ne sais pas qui est ce Philippe Lemaire, mais s'il y en a un dans la salle, pardon, Bruno qui veut Lemaire, venir prendre la parole, il est le bienvenu. En tout cas, je me réjouis que les Béninois, dans leur grande sagesse, ne t'aient pas élu comme président du Bénin, parce que comme ça, cher Lionel, tu es revenu en France et on peut bénéficier de ton intelligence et de ton optimisme, ça fait plaisir. J'aimerais qu'on applaudisse à nouveau Lionel Zinsou pour ce qu'il vient de dire sur la France. Je voudrais dire aussi à ma voisine de gauche que je ne m'appelle pas Philippe Lemaire, mais je ne m'appelle pas davantage Boris Johnson ou David Cameron. Et jamais je ne jouerai l'avenir de mon pays ou l'avenir de l'Europe sur un coup de dé, parce que comme le dit très bien le poète, un coup de dé n'abolit pas le hasard. Jamais je n'ai proposé de faire un référendum pour ou contre l'Union européenne. Jamais. Je crois dans l'Europe. L'Europe, c'est toute ma vie, c'est tout mon engagement politique. Le couple franco-allemand, la relation avec l'Allemagne, ça a été le cœur de mon activité comme ministre des Affaires européennes. À une époque, je le rappelle, où il était de bon ton de se rapprocher des Britanniques, puisque c'était le choix du président de la République de l'époque, et où, aussitôt nommé ministre des Affaires européennes, j'ai dit que l'amitié franco-allemande n'était pas négociable pour moi. L'Europe, c'est ma fierté. C'est ma fierté de voir que nous sommes capables, tous ensemble, d'établir une monnaie forte, commune, l'euro. C'est ma fierté de voir que nous sommes capables de mettre en place un système comme Galileo, qui va demain concurrencer en termes de géolocalisation le GPS américain. Mais c'est aussi, et je pense qu'il faut le dire, c'est aussi ma honte par moment l'Europe. Et je pense que beaucoup de nos concitoyens le comprennent comme cela. C'est ma honte quand elle n'est pas capable de répondre à la situation de millions de personnes qui ne vivent pas bien, qui n'ont pas une situation économique satisfaisante et qu'on leur explique que nous n'avons pas la réponse. C'est ma honte quand, lorsque j'étais ministre de l'Agriculture, on supprime l'aide aux plus démunis, on coupe les vivres pour les Restos du Cœur, pour toutes les associations caritatives en Europe. On nous dit « désolé, c'est une décision juridique, il n'y a rien à faire », on coupe les vivres pour les plus pauvres en Europe. Ce n'est pas mon Europe, et ça me fait honte quand l'Europe coupe les vivres des associations qui aident les plus démunis dans notre pays. L'Europe, c'est ma honte quand en Yougoslavie, on revit l'extermination des populations et les génocides que nous avions connus dans les années 40 et que l'Europe ne bouge pas le petit doigt. C'est ma honte quand depuis des années, il y a des réfugiés qui se noient dans la Méditerranée, des hommes, des femmes, des enfants, et que l'Union européenne dit « It's none of my business, je ne peux pas faire grand-chose ». On peut aimer l'Europe et dire que l'Europe ne va pas dans la bonne direction. On peut aimer l'Europe et l'aimer suffisamment pour dire que justement, il est temps que nous passions à autre chose et que cette année 2017 sera l'année de la réinvention européenne, car les deux plus grandes puissances du continent, la France, l'Allemagne, auront en 2017 un nouveau président de la République et un nouveau chancelier, peut-être la même chancelière, mais en tout cas deux légitimités démocratiques puissantes et nouvelles pour réinventer le continent européen. C'est en tout cas ma détermination la plus totale. Et de ce point de vue-là, le Brexit est une chance pour la réinvention de l'Union européenne. Et c'est à nous, Français, de la saisir. C'est nous qui avons créé l'Europe, c'est nous qui devons aujourd'hui la réinventer. C'est nous qui avons proposé le projet européen, c'est à nous de lui donner à nouveau un sens. Et on aura l'occasion de rediscuter de ce sens du projet. Je pense qu'il faut faire un nouveau traité, qu'il faut clarifier un certain nombre de sujets sur les frontières, sur la vocation économique, sur la sécurité et sur les institutions. On rentrera dans le détail si vous le souhaitez, mais là, il y a le jeune homme qui est devant moi, qui brandit son panneau « Stop, arrêtez tout, taisez-vous ». Donc, je vais aller à l'essentiel. Oui, ce traité, je le soumettrai à référendum dans les années qui viennent, si je suis élu président de la République. Ça n'est pas un traité pour ou contre l'Europe.
C'est un traité pour réinventer notre projet. Ce n'est pas un référendum pour ou contre l'Europe, c'est un référendum pour valider un projet et redonner du sens à la construction européenne. La formule est belle, de dire que tous ceux qui sont pour le référendum sont soit des dictateurs, soit des démagogues. Mais je n'ai jamais considéré que Georges Pompidou était un dictateur ou un démagogue. C'est lui qui avait proposé par référendum l'adhésion de la Grande-Bretagne à l'Union européenne. Je n'ai jamais considéré que François Mitterrand était un démagogue ou un dictateur. C'est lui qui a proposé le choix de la monnaie unique par référendum. Et je n'ai jamais considéré que le général de Gaulle était soit un dictateur, soit un démagogue, et c'est lui aussi qui a utilisé le référendum. Je n'hésite pas à utiliser le référendum parce que je n'ai pas peur du peuple. Je n'hésite pas à utiliser le référendum parce que je sais qu'en 2005, les Français ont voté non à la Constitution européenne et qu'on s'est assis sur le vote des Français et qu'on l'a méprisé et que vous ne refermerez pas cette blessure du traité de 2005 si vous ne redonnez pas la parole au peuple français. Et je vais vous dire le fond du fond de mes convictions. Quand une démocratie commence à avoir peur de son peuple, eh bien ça n'est plus une démocratie. Je n'ai pas peur du peuple français et je lui rendrai la parole sur la construction européenne. Merci. Merci et bonne chance. Je vous laisse conclure. Non, on a encore quelques minutes. Je me tourne vers Jean Hervé, qui est le grand patron quand même. On a un petit peu de temps pour des questions des ponts ? D'accord. Alors allez-y. Alors je sais bien que le futur est incertain. Nous fêtons le 400e anniversaire de la mort de Shakespeare. Il y a au début de Macbeth une tirade que j'ai toujours beaucoup aimée, où on s'adresse à une sorcière et l'un des personnages supplie la sorcière de lui dire ce que va être l'avenir. Il lui dit « If you can look into the seeds of time and say which grain will grow and which will not, speak then to me. » Si vous pouvez regarder dans les sillons du temps et me dire quel grain va germer et quel grain ne germera pas, dites-le-moi. C'est toute la politique. On ne sait pas ce qui va germer ou ce qui ne va pas germer. Mais moi, je pense que si vous faites un traité qui est solide, que vous redéfinissez enfin les frontières de l'Union européenne et que vous arrêtez avec l'élargissement qui a mis fin à la construction politique de l'Europe, si vous construisez une relation claire avec la Turquie, plutôt que d'ouvrir sans cesse des nouveaux chapitres comme on l'a fait il y a 3 jours, pour dire que la Turquie n'a pas sa place dans l'Union européenne, mais que ce grand pays mérite un accord de coopération particulier avec l'Europe. Si vous êtes capable de redéfinir le projet économique européen en disant que la libre concurrence ne peut plus être l'alpha et l'oméga du projet économique, parce que nous avons, face à la Chine, face aux États-Unis, des intérêts commerciaux à défendre. Si vous êtes capable, Lionel en a parlé, de mettre sur pied une vraie sécurité européenne, pour que ce ne soit plus la France toute seule qui assume la défense de l'Europe, avec un budget de la défense que je souhaite porter à 2% de notre richesse nationale, mais que tous les États européens aient des obligations de dépenses en matière de défense pour garantir la sécurité européenne face à des menaces nouvelles qui sont le terrorisme, la déstabilisation du Moyen-Orient et l'attitude parfois inquiétante de la Russie. Une fois que vous aurez redéfini ce projet, qui prendra des années, car contrairement à ce que disent certains, nous n'aurons pas de nouveaux traités européens à la fin de l'année 2016. C'est irréaliste et irresponsable de dire qu'on pourrait avoir un nouveau traité à la fin de l'année 2016. Si vous travaillez main dans la main avec l'Allemagne, car je rejoins parfaitement ce qu'a dit Lionel, il est indispensable que nous retrouvions une relation d'égal à égal entre Paris et Berlin.
bien, nous mettrons ce traité devant les Français. Nous leur expliquerons que nous avons réinventé le projet européen, qu'il retrouve du sens. Et après, les Français voteront. Ils votent pour. Vous redonnez un élan considérable à l'Europe. Ils votent contre, eh bien on gardera l'Europe telle qu'elle est. Mais on ne sortira pas de l'Union européenne, car jamais je ne prendrai le risque de faire sortir la France de l'Union européenne. Les choses sont très simples pour moi. L'Europe a besoin des nations, mais les nations ont aussi besoin de l'Europe, car des nations qui sortent de l'Europe, on le voit avec la Grande-Bretagne, sont des nations qui s'affaiblissent et qui se menacent de disparition. Justement, Madame Woods voudrait ajouter un mot, et Monsieur Zinzou aussi. Alors. Just one very quick point, because I very much agree with Bruno Le Maire about listening to people. Sorry, no, it's... We're not wrong. No, so I agree with him about the need to listen to people. In fact, I think I agree with him more than he agrees with himself. Because... because the point is that, yes, people need to be listened to and consulted. The problem with a referendum is who takes responsibility for the outcome. When governments make decisions, they are forced to take responsibility for them, and they can be held to account through elections. In a referendum, politicians can simply throw their hands in the air and say, we are helpless, this was the vote of the people. And then who takes responsibility? That's why I think it's demagoguery. Monsieur Zinzou, I fully agree with you. Allez, Monsieur Zinzou. Brièvement, c'est très frappant, vu de 5000 km, de voir la passion de la fragmentation de l'Europe. Si vous y pensez, personne n'imaginerait de se demander si on va quitter l'Afrique. Par exemple, l'Égypte devrait-elle quitter l'Afrique? C'est raisonnable, hein, il y a une partie de l'Égypte en Asie. Donc l'Égypte devrait-elle quitter l'Afrique? Ce n'est pas une question pour référendum. Même le Mexique, dont vous diriez peut-être qu'il est en Amérique du Nord désormais, mais il ne se pose pas la question de quitter l'Amérique latine. Donc ça, c'est extraordinaire. Et par ailleurs, nous sommes, dans les pays pauvres, là, au sud, nous sommes dans des processus d'intégration de plus en plus forts. Si vous voulez, les 10 millions d'habitants du Bénin n'ont plus d'importance économique, c'est les 300 millions d'habitants de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest. Et la réalité de l'intégration est même encore plus forte que dans les statistiques du CPI, parce que nos statistiques douanières sont volontairement mensongères. Donc en fait, on a des intégrations très fortes, la zone Rande, l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, il y a juste le Maghreb qui a un petit problème d'intégration plus forte. Et donc on regarde des pays qui vous expliquent qu'ils vont donner l'indépendance à l'Écosse, remettre l'Irlande du Nord dans la République d'Irlande, fragmenter la Catalogne, donner son indépendance à la Flandre. Et comme il y a quand même des précédents dans les Balkans, qui ont été évoqués par Bruno, et que la République tchèque a trouvé raisonnable de se séparer de la Slovaquie, en fait c'est assez crédible. Et donc nous sommes dans le plaidoyer pour l'intégration avec de plus en plus de réalités. Et on regarde ce continent, à bien des égards, modèle en termes de normes de droit, qui se fragmente avec délice, et on se demande si c'est l'avenir du monde, mais nous on a l'impression quand même qu'on va mettre encore un siècle à se fragmenter, et qu'entre-temps on se sera unis. Voilà. Alors, merci. On a le temps, encore une question? Allez-y. Allez-y, allez-y. Philip Blond from Res Publica in London. I like Bruno's account that we need to reinvent Europe, but what I'm not hearing from the panel is what is currently wrong with Europe. The analysis is too progressive and too sanguine. We need to look at the Brexit vote. I disagree with Nagar. The fundamental reason that people voted Brexit to leave was migration, was a feeling that the European Union is an agent of globalization that is culturally destabilizing and economically destabilizing. And we're in the middle of the failure of transnational institutions, and people are retreating to the nation state, and that isn't wrong. That isn't wrong if Europe isn't protecting you. So what I'd like to hear from the panel is the following. How can Europe genuinely protect the working class, and soon it will be the middle class, from the economic consequences of globalization, which is the financial destruction of security?
And how can Europe, which isn't multicultural in the way that many people at this conference would like, protect and secure culture? Sorry, next time we will take you in the panel. Okay? I'm glad to hear it. To whom is your question first? Sorry? To whom it's is for your the whole question? panel, because I haven't heard an account of the problems that Europe faces in any serious way. Mrs. Woods, maybe. Look, there's but shortly. Yes, there's some truth in what you say, and and it's true that Britain is not exceptional if you look at public attitudes to immigration, if you look at economic inequality, and if you look at support for the European Union. Britain sits between France and Germany in every survey on all three of those things. So don't be too complacent about attitudes towards Europe. 44% of Brits support European Union institutions, only 38% of French people support European institutions. So you're right that there are some aspects of this problem that are global. What I would say is that some of those problems, and I think if you look at tax, Google, Starbucks, Amazon, if you look at banks and the criminal behavior of banks, which has led to unprecedented fines and still no solution to the too big to fail banks. If you look at the Panama Paper revelations, there is across Europe a sense that what globalization has brought to Europe is impunity for the top 1%. And that we've got to address, because that really is felt across every population. And it's got to be addressed both through a reinforcement of the rule of law so that nobody acts with impunity. And I think Europe's got to do that together. And then it's got to be reinforced at national level, at local level, by the policies that actually deliver services and support to people. Monsieur le maire, juste un mot, j'ai vu qu'il notait quelque chose. Bon, simplement deux réponses sur ce que disait Philippe. La première, pour s'étonner, parce que l'Europe est en train de se diviser, comme le disait Lionel, et la Grande-Bretagne est partie de l'Union européenne, en raison d'un sujet, si elle est partie. Elle a fait un choix, elle assume son choix. Sur la base d'un sujet qui n'est pas de la compétence de l'Union européenne. Tout le monde s'accorde à dire que la question de l'immigration a beaucoup pesé dans le vote des Britanniques, mais je rappelle qu'il y a une politique agricole commune, il y a une politique monétaire commune dans la zone euro, il y a un marché commun, mais l'immigration ne fait pas partie des politiques communes de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on a fait peser sur l'Europe la responsabilité de ce qui appartenait aux nations. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est qu'effectivement, partout en Europe, et en France notamment, il y a un sentiment des classes moyennes d'être écrasées par la mondialisation, de ne plus trouver leur place, de ne plus avoir de perspective pour leurs enfants, et le sentiment que l'Union européenne n'est pas capable de défendre leurs intérêts face aux grandes puissances mondiales qui ont émergé. Regardez la cristallisation qui s'est faite sur le TAFTA. Elle est extraordinairement intéressante, parce que je pense que le TAFTA, dans la négociation, dans la manière dont ça a été conduit, c'est le contraire de ce qu'il faut faire. Négociation secrète, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, ça nourrit tous les soupçons. Je vois chez mes amis paysans l'inquiétude profonde, qui est de dire, mais dans le fond, qu'est-ce que vous êtes en train de négocier? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous allez ouvrir les frontières de la France et de l'Union européenne au bœuf aux hormones, alors que nous, on n'a pas le droit de le produire. Vous allez faire rentrer le poulet chloré, qui va ruiner tous les producteurs de poulet de France et de Navarre. Il y a une inquiétude qui est due à la fois au sentiment que l'Europe ne protège pas face à cette mondialisation et qu'en plus elle négocie en secret là où les gens ont besoin de transparence et de clarté. Merci. Agnès, je vous laisse conclure. Donc, conclusion très brève, 2 points. D'abord, donc il faut toujours rappeler que le Royaume-Uni, certes, est une île, mais ça n'est pas un bateau, donc son avenir est bien en Europe. Et c'est la même chose pour la France, enfin qui n'est pas une île, mais qui est encore moins un bateau. Et je voulais terminer sur un point qu'a soulevé Younes Zinsou, qui est très important. Il faut se méfier d'une divergence entre, d'un côté, des États plus fragmentés et de l'autre, des entreprises plus concentrées, et d'un basculement possible du pouvoir. Merci. Voilà, merci. Merci à vous tous d'être venus. J'avais promis que ce serait le débat le plus intéressant. Jean-Hervé, c'est vrai, un peu court. Merci encore et vous avez bien d'autres activités. Au revoir.